Depuis la Renaissance, lorsque l'attention s'est portée sur l'individu et la critique des structures de pouvoir médiévales, jusqu'à la révolution industrielle, avec ses interrogations sur les conditions de vie des classes laborieuses et l'impact du progrès technologique, l'humanité a toujours eu des penseurs pour avertir d'un éventuel effondrement de la société. Dans Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, cet effondrement ne vient pas d'une guerre externe ou d'une crise économique. Il vient de l'intérieur. De l'aliénation, du remplacement de la pensée par la distraction, et d'un contrôle subtil mais absolu de l'État sur l'information et le comportement. L'histoire se déroule dans un futur indéterminé, aux États-Unis. L'aspect le plus frappant de cette dystopie est simple, mais profondément troublant: les livres sont interdits. Lire, réfléchir, penser de manière critique, tout cela est perçu comme une menace à la stabilité. La technologie a tellement progressé que lire est devenu obsolète. Plus personne ne veut de livres. La société, dopée au divertissement superficiel et aux stimuli constants, ne ressent plus le besoin de penser. L'État profite de ce désintérêt et traite les livres comme des objets dangereux capables de provoquer le chaos. Quiconque est trouvé en possession d'un livre est arrêté. Son domicile est incendié. Et ceux qui le font? Les pompiers, mais pas ceux qui éteignent le feu. Ceux qui l'allument. Montag, le protagoniste, est l'un de ces pompiers. Au début, il ne remet rien en question. Il suit les ordres, fait ce qu'on lui dit. Mais tout change lorsqu'il rencontre Clarisse, une jeune femme qui l'aborde avec des questions simples. Elle ne l'accuse pas, ne le confronte pas. Elle lui demande simplement: « Es-tu heureux ?» Cette question, apparemment innocente, allume une étincelle en Montag. Un malaise. Et ce malaise grandit. Le point de rupture survient lorsqu'il est appelé, avec ses collègues, à incendier une maison remplie de livres. Mais cette fois, quelque chose d'inattendu se produit. La propriétaire refuse de partir. Elle choisit de mourir avec ses livres. Elle préfère être consumée par les flammes que de vivre dans un monde où la pensée est interdite. Profondément bouleversé, Montag fait semblant d'être malade. Il refuse de retourner au travail. Mais son supérieur, Beatty, se présente chez lui. Au cours d'une longue conversation, Beatty tente de le convaincre que les livres sont dangereux, qu'ils provoquent la division, l'incompréhension, le malheur. Il utilise un discours sophistiqué, rempli de logique tordue et d'autorité. Mais Montag ne le croit plus. Il décide de chercher Faber, un ancien professeur de littérature, quelqu'un qui se souvient encore peut-être de la valeur des mots. Le lendemain, il entend une conversation entre sa femme Mildred et ses amis. Elles discutent de la guerre imminente comme s'il s'agissait d'un jeu télévisé. Poussé par l'émotion, Montag leur lit un poème. Mais elles ne réagissent pas avec admiration ou émotion. Elles paniquent. Elles fuient. Car ressentir quelque chose de réel, dans ce monde, est dangereux. Pour détourner les soupçons, Montag remet un des livres qu'il avait caché. Beatty le brûle. Mais la méfiance persiste. Montag et Beatty se confrontent à nouveau, cette fois dans un débat verbal sur le rôle de la littérature. Beatty y met fin. Il y a une nouvelle mission, brûler une autre maison. Cette fois, c'est celle de Montag. Il reçoit l'ordre de la détruire de ses propres mains. Avec un lance-flamme. Montag obéit jusqu'à un certain point. Puis, il retourne le lance-flamme contre Beatty et le tue. Il s'enfuit. Poursuivi par la police, il se réfugie dans la campagne. Il se souvient d'un groupe de fugitifs qui mémorisent des livres pour préserver le savoir. Il les trouve.
Peu après, la guerre éclate. Une dévastation nucléaire anéantit la ville qu'il vient de quitter. La civilisation, telle qu'on la connaissait, s'éteint comme une bougie dans le vent. Mais Fahrenheit 451 est plus qu'un avertissement contre la censure. C'est une réflexion profonde sur la manière dont la société collabore à sa propre aliénation. Un portrait de la façon dont la distraction devient une arme. Comment le divertissement superficiel remplace la pensée. Dans 1984 d'Orwell, la peur vient de la police secrète. Dans le meilleur des mondes d'Huxley, le contrôle est psychologique et chimique. Mais dans Fahrenheit, le contrôle vient de la population elle-même, qui renonce volontairement à la réflexion en échange du confort. Beatty, le chef des pompiers, incarne cette idéologie. Il affirme que les livres causent des conflits, que trop d'idées mènent au chaos, que l'uniformité est plus sûre. Marcher seul la nuit est suspect. Poser des questions est dangereux. Pour lui, l'ordre doit être maintenu à tout prix, même si cela signifie éliminer la pensée. C'est une vision proche de celle de Thomas Hobbes dans le Léviathan, qui défendait un pouvoir absolu pour éviter la guerre de tous contre tous. Mais Fahrenheit montre ce qui se passe quand cette logique est poussée à l'extrême. Le gouvernement devient une fin en soi. Les gens, surveillés et anesthésiés, ne comprennent plus ce qu'est la liberté. Penser devient une maladie. Les églises, autrefois lieux de spiritualité, sont remplacées par des départements étatiques. Et tout cela est soutenu par une overdose de divertissement. En 1985, Neil Postman en parlait déjà dans Se distraire jusqu'à en mourir. Il disait que la télévision transforme tout en spectacle. Même le discours politique devient un show. Fahrenheit va encore plus loin. Le problème n'est pas le divertissement en soi. C'est qu'il remplace entièrement la pensée. Mildred, la femme de Montag, vit dans une pièce dont les murs réagissent à sa voix. Elle interagit avec des personnages fictifs comme s'ils étaient sa famille. Elle commente les épisodes avec ses amis, vit pour la prochaine scène. Quand Montag a besoin d'aide, elle ne remarque même pas. Elle est trop absorbée. Dans 1984, l'écran vous surveille. Dans Fahrenheit, il vous hypnotise. La différence est subtile, mais dévastatrice. Mildred perd toute empathie. Ses amis aussi. Elles prétendent être heureuses, mais vivent dans le déni. Il y a un vide qu'aucun écran ne peut combler. Dans une des premières scènes, Mildred tente de se suicider. Pas par haine. Par ennui. Par absence de but. Et personne ne s'en rend compte. Pas même elle. C'est là la contradiction de Beatty. Même sans conflit, il y a destruction. Même avec l'ordre, il y a vide. L'existence humaine est réduite à la distraction. Le plus terrifiant? Les gens ont demandé ça. Personne ne l'a imposé. Ils voulaient être distraits. D'abord, on a raccourci les livres. Puis les émissions. La politique est devenue une manchette. La quantité a remplacé la qualité. La pensée critique a été noyée sous des données inutiles. Comment réfléchir s'il n'y a plus de temps pour le faire? Comment se forger une opinion si tout arrive par fragments, hors contexte? L'État n'a pas besoin de censurer. Il lui suffit de saturer. Les gens abandonnent. Et ainsi, la liberté disparaît. Discrètement. Sans résistance. Les citoyens de Fahrenheit 451 ne posent pas de questions. Ils ne se soucient pas de la justice ou de la vérité. Ils ne savent pas. Et pire, ils s'en fichent. Ils ont été conditionnés à la passivité.
Avec un accès limité à l'information, ils en arrivent naturellement aux conclusions que l'État veut. Et les effets émotionnels? Dévastateurs. Une amie de Mildred éclate en sanglots en entendant un poème. Elle n'a jamais ressenti quelque chose d'aussi profond. Et elle ne sait pas comment y faire face. Car elle n'a jamais appris à ressentir. La beauté de la littérature brise sa vision du monde. C'est comme si quelque chose en elle se réveillait pour la première fois. Montag conserve un exemplaire de l'Ecclésiaste, de la Bible. Le livre du roi Salomon. Une réflexion sur la recherche de sens dans le désespoir. Mais le plus important n'est pas la solution que Salomon trouve, c'est le processus. Le chemin. Dans Fahrenheit, les gens n'ont plus ce chemin. Ils sont piégés dans un labyrinthe de distractions. Sans issue. Sans conscience qu'autre chose existe. Ainsi émerge une société obsédée par elle-même. Qui recherche le plaisir immédiat. Qui fait semblant d'être heureuse. Qui se soucie plus de l'apparence que de la vérité. La positivité devient une obligation. La souffrance, un tabou. La tristesse, un crime. Beatty pense savoir ce qui est bon pour tout le monde. Les fugitifs, non. Ils n'imposent rien. Ils préservent. Ce sont des bibliothèques humaines. Ils rejettent le contrôle. Ils valorisent le contenu, pas l'apparence. Et c'est là toute la différence. L'État veut que tout le monde pense pareil. Les fugitifs croient que chacun doit penser par soi-même. L'objectif du gouvernement n'est pas seulement d'unir les gens. C'est de les rendre identiques. D'éliminer la différence. Et quand cela arrive, tout perd son sens. Comme Sisyphe, condamné à pousser une pierre pour l'éternité. Sans but. Sans fin. Bradbury dépeint une vie sans espoir. Sans direction. Sans âme. Montag le réalise lorsqu'il voit que tous les pompiers se ressemblent. Comme des clones. Nietzsche redoutait cela, qu'un jour, nous devenions tous des copies, incapables de créer du sens. Et le pire? C'est que c'était voulu. La culture est devenue superficielle. L'uniformité s'est imposée lentement, sans choc. Les enfants naissent dans le système. Ils n'ont jamais connu autre chose. Ils répètent ce qu'on leur apprend, sans savoir qu'il existe des alternatives. Hannah Arendt, en étudiant le procès d'Adolf Eichmann, a observé quelque chose de glaçant. Eichmann n'était pas un monstre. Il n'éprouvait pas de haine. Il obéissait. Il se conformait. Et c'est cela, pour Arendt, la banalité du mal, faire partie de la machine sans la remettre en question. Être un rouage d'un système injuste sans se voir comme coupable. Dans Fahrenheit, c'est exactement ce qui s'est passé. Les gens n'ont pas été forcés. Ils ont été convaincus. Puis anesthésiés. Faber, le professeur, l'admet, ils ont échoué. Ils n'ont pas combattu. Ils ont choisi le confort. Abandonné leurs principes. Et ils en ont payé le prix. Il dit que pour changer le monde, 3 choses sont nécessaires. Une information de qualité, du temps pour penser, et la liberté d'agir. Mais rien de tout cela ne compte si personne n'ose s'en servir. L'avertissement de Bradbury ne porte pas seulement sur la censure. Il concerne le risque de renoncer à la liberté par commodité. D'abandonner la pensée par paresse. La dernière grande victime de Fahrenheit 451, ce ne sont pas les livres. C'est l'acte même de penser. Si nous ne pouvons plus nous arrêter pour réfléchir, il ne nous reste que 2 options, suivre la foule ou avancer à l'aveugle, en espérant que quelque chose fonctionne par hasard.
C'est le coup de grâce, penser est devenu anormal. La contemplation, une maladie. Tandis que la destruction est la norme. Il n'est pas nécessaire de brûler les livres pour détruire une culture. Il suffit que les gens arrêtent de les lire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Pensez-vous que nous vivons quelque chose qui ressemble à Fahrenheit 451? Aimez cette vidéo, partagez-la, et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu qui va au-delà des apparences. Car, comme Bradbury l'a dit, il n'est pas nécessaire de brûler les livres pour détruire une culture. Il suffit que les gens arrêtent de les lire.